Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je suis content de vous rejoindre. Bonsoir, Miva. Bonsoir, bonsoir. Ça va, Miva? Oui, merci. Et pour vous? Oui, Dieu merci, ça va bien. Et tout à l'heure, j'étais en train de terminer la séance pré-enregistrée pour l'ENS2. C'est pourquoi que j'avais l'obligation de ne pas recevoir, malheureusement. Je m'en excuse. Ok, d'accord, pas de problème. D'accord, bien. Et j'ai constaté l'absence de Idayana, malheureusement, depuis la semaine dernière. Et je vais essayer de la contacter après la séance afin de savoir ce qu'elle a. Bon, aujourd'hui, D'accord. bien. Et aujourd'hui, c'est notre première séance pour la littérature haïtienne, bah ouais? Oui. Oui. OK. Tout à l'heure, il y a un document important, c'est OK. OK. Et OK. Ouh là là, ouh là là. OK. Et la littérature haïtienne, et tu sais, je vais laisser de côté l'introduction à la littérature de manière globale et pour les heures de littérature et OK, pour les heures de littérature et quand on aura de la littérature française, on fera une mise en contexte de la littérature de manière globale avant d'entrer dans la littérature française. Oui, française. Et j'ai une séance que je devrais vous envoyer hier parce que cette situation devient de plus en plus compliquée. C'est quoi la situation? Le fait que les mercredis et les jeudis, j'ai trop de travail parce que je dois enregistrer pour l'une des classes et face à face pour l'autre. Et la plus difficile dans tout ça, c'est la préparation des notes. J'ai les livres, je ne sais pas si vous aurez l'opportunité de retrouver ces livres. C'est facile à retrouver, mais de toute façon, en attendant, je suis obligé de et taper toutes les notes afin que vous ayez les notes après les séances. C'est vraiment, vraiment, vraiment difficile. Ça me demande une quantité de temps que j'ai pas toujours, j'ai pas vraiment tout ce temps et chaque jour. Il y a des jours, aujourd'hui, je suis resté à la maison. J'ai eu le temps de tout préparer aujourd'hui, mais je ne crois pas que j'aurai le temps pour, pour préparer ça toujours. Mais de toute façon, je vais faire mon mieux afin de vous préparer les notes parce que ça vous aidera. Sans ça, vous n'aurez pas l'opportunité de bien maîtriser les séances, de bien maîtriser le cours et ce sera extrêmement difficile pour vous lors des examens. C'est pourquoi je vais faire ces sacrifices malgré leur exigence. Bon, concernant la littérature haïtienne, c'est une littérature qui a vu le jour en 1804. Pourquoi en 1804? Pourquoi pas avant et pourquoi pas après? Et avant, Haïti n'existait pas vraiment. Haïti comme pays, comme nation n'existait pas. Il y avait, avant 1804, avant 1492, il y avait les indigènes qu'on appelait couramment
les Indiens, même si certains imaginent que ce nom ne va pas vraiment pour les indigènes. On les appelle aussi les aborigènes, on les appelle bon, les indigènes, parce que c'était les premiers. Ces habitants ne laissaient aucune trace de littérature, aucun écrit, aucune trace. On ne peut pas dire qu'il existait une sorte de littérature avant l'arrivée de colons sur l'île d'Haïti. C'est vraiment difficile de le dire. Mais le fait que la liberté a vu le jour en 1804, ça donne aux Haïtiens l'opportunité de s'exprimer, de présenter ce qu'ils pensent, ce qu'ils croient être correct, ce qu'ils croient être bon, être juste. C'est à ce moment que la littérature a véritablement vu le jour. Bon, et à rappeler que le premier texte de la littérature haïtienne, c'est l'hymne de l'indépendance. L'hymne de l'indépendance, c'est un texte rédigé par Boisson Tonnerre et lu par Jean-Jacques Dessalines. C'est l'acte justifiant qu'Haïti est un pays libre, qu'Haïti est un pays indépendant, un pays qui est libéré du joug de l'esclavage. Bon, et à partir de cette période jusqu'à aujourd'hui, la littérature haïtienne, on la divise généralement en 5 périodes, en 5 parties. La première période ou la première partie, on l'appelle la période pionnière. Pionnière parce que c'était la première, c'était la période où l'on a pris l'initiative. Le fait que c'est la première période, on appelle les premiers éléments, les premières personnes qui ont pris une initiative quelconque, on les appelle toujours pionniers. Mais c'est pourquoi on appelle cette période pionnière. On l'appelle aussi période pseudo-classique. Période pseudo-classique. Pourquoi pseudo-classique? C'est parce que pseudo-classique signifie faux classique. Une tendance qui apparaît de manière voilée comme classique. Il y a certains traits du classicisme, mais les écrits ne sont pas totalement classiques. Il y a certains éléments de classique à l'intérieur de cette littérature, mais la littérature n'est pas vraiment classique. C'est pourquoi on appelle cette période pseudo-classique. Ce n'était pas une période classique, mais c'était une période où il y avait une tendance classique, mais ce n'était pas totalement classique. C'est pourquoi on dit pseudo-classique ou faux classique. Est-ce que ça va jusqu'à présent, Mieva? Oui. OK, merci. Et tu peux m'arrêter à n'importe quel moment et dès que tu as une question, dès que tu as une réaction à faire, tu peux m'arrêter sans aucun problème, OK? D'accord. Bien, merci. Cette période, c'était une période débutée en 1804. Et si on veut voir le contexte de la naissance de cette période. Et quelques secondes, je vais allumer la lumière afin que l'éclairage soit beaucoup plus soit meilleur. OK? Quelques secondes. OK. D'accord. OK, je pense que c'est mieux pour le moment, ouais? Oui. OK, merci. Et la période pseudo-classique ou la période pionnière a vu le jour le lendemain de l'indépendance. C'est le moment de la naissance de la première nation nègre de la Caraïbe. C'était le moment où cette nation devrait s'organiser parce que c'était un pays en ruine, un pays
totalement dévasté. Il faut une sorte d'organisation. Il faut des mises en place et qui étaient à l'époque nécessaires afin que le pays puisse fonctionner de manière normale. Eh bien, et à partir de ce moment, il y avait aussi de grandes menaces de la part des étrangers. Les étrangers qui voyaient dans ce pays, dans cette nation, une menace pour les autres pays, les autres peuples en esclavage, pour les autres colonies. Comme étant donné c'était c'était une menace pour les autres, il faut empêcher à cette nation d'influencer les autres. Il faut, si la possibilité est là, il faut même réduire cette nation encore une fois en esclavage. Et c'est pourquoi les écrivains allaient utiliser leurs plumes afin de préserver l'indépendance de leur pays. C'est pourquoi on va voir dans les prochaines parties les différents traits caractéristiques de cette période, parce que c'est la période qui nous concerne en premier lieu. Il y avait, et pour la poésie, il y avait Antoine Dupré, il y avait Juste Chanlac, il y avait Jules Milson, il y avait Érard Dumels. Pour la prose, il y avait Brontonnerre et Baron de Vastey. C'était les écrivains de cette période. Il y avait la deuxième période, c'est le Cénacle haïtien ou l'école de 1836. Et c'était le moment où a vu le jour la première école littéraire du pays, communément appelée soit l'école de 1836 ou le Cénacle haïtien. Et dans cette école, il y avait, pour la poésie, il y avait deux poètes, Coriolan Ardouin, Ignace Non, il y avait trois historiens, Thomas Madiou, Beaubrun, Ardouin et Saint-Rémy. Il y avait deux dramaturges, c'est producteurs ou bien réalisateurs de théâtre. Il y avait Pierre Faubert, il y avait Lyoto et Théa. Et comme romancier, il y avait Émeric Bergeau. Émeric Bergeau, c'est le premier romancier haïtien. Et la troisième période, c'était l'école patriotique ou épanouissement du romantisme haïtien. Et il y avait Oswald Durand, Massion Coco, Tertullien Guilbeault, il y avait Solon Ménos, il y avait Louis-Joseph Janvier, il y avait Des Delorme, il y avait Anténor Fermin. Cette période était influencée par le sentiment patriotique, le sentiment de défendre la patrie, le sentiment d'appartenance à la patrie. C'était la période de l'école patriotique. Il y avait, après la troisième période, une quatrième période dénommée Génération de la Ronde. Cette période était dénommée Génération de la Ronde parce que les écrivains publiaient leurs œuvres dans un journal appelé La Ronde. La Ronde, c'était un journal où les écrivains de l'époque publiaient leurs réalisations, leurs œuvres. Et dans cette période, il y avait Edgar Miller. Edgar Miller, c'est notre contemporain, c'est l'économiste. OK. Et il y avait Edgar Miller, il y avait Georges Sylvain, il y avait Edmond Laforest, Charles Moravia, Constantin Maillard, Damoclès Vieux. Et durant cette période, il y avait aussi trois romanciers, Fernand Hibert, Frédéric Martin et Justin Lérisson. Antoine Innocent aussi. Et c'était 4. OK. Cinquième et dernière période, c'est période de l'indigénisme. C'est le retour dans la racine, dans l'origine. C'est le retour dans l'origine, mais c'est le retour en Afrique et qui caractérisait cette période. Il y avait, durant cette période, Normil, Sylvain, Émile Roumer, Cadouard, et il y avait d'autres écrivains qui étaient influencés par Jean Price Mars. C'était par exemple Brière, Roussan, Camille et Jacques Roumain, René Despestre, etc. Voilà ce qui nous intéresse le plus. Et c'était un survol. Maintenant, voilà ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse n'est autre que
la période de la littérature pionnière, la littérature des pionniers, la littérature de la période pseudo-classique de 1804 à 1836. Alors, 1804 à 1836. Bien. Et c'était une période caractérisée par plusieurs éléments. Il y a plusieurs éléments qui caractérisaient cette période. Premièrement, cette période était caractérisée par une littérature engagée. Une littérature engagée. Imaginez qu'après l'indépendance, Haïti était face à l'envie, face aux menaces des étrangers, des puissances étrangères. Mais Haïti doit se défendre. C'est pourquoi il y avait beaucoup d'écrivains qui ont mis leur plume à la disposition de la patrie. Et on a vu premièrement Baron Tonnerre. Baron Tonnerre qui a rédigé l'acte de l'indépendance qui était pour les Blancs et une insulte. Bien, c'est Baron Tonnerre. Baron Tonnerre a écrit de paroles insultantes, de paroles qui puissent motiver les autres peuples, de paroles qui avaient beaucoup d'influence pour l'époque. Bien, et le premier est retenu, c'est Baron Tonnerre. Et Baron Tonnerre n'était pas seul. Il y avait d'autres écrivains qui sentaient en eux l'obligation de défendre la patrie, l'obligation de défendre le pays. Et on va voir après Antoine Dupré qui a écrit afin de défendre son pays, afin de montrer que ce grand pays, un pays puissant, hein, qui a pu lutter, qui a pu vaincre la plus grande armée du monde, à savoir l'armée française. C'était à l'époque la plus grande armée. Et non seulement la littérature était non seulement une littérature engagée, mais aussi c'était une littérature courtisane. OK, un moment. OK, voilà. OK. Et bon retour, Mieva. Mieva, bon retour. Oui, je suis là. OK. Et oui, je viens de démarrer avec la littérature des pionniers, encore la littérature de la période des pseudo-classiques. J'ai déjà abordé cette littérature, à savoir les caractéristiques de cette littérature. Premièrement, c'était une littérature engagée. Une littérature engagée parce que c'était une littérature où les écrivains essayaient de faire usage de leur plume afin de combattre les adversaires. Et à rappeler que les adversaires d'Haïti étaient nombreux, et parce qu'il y avait les puissances étrangères, les puissances coloniales étrangères qui étaient contre la liberté d'Haïti, contre la révolution d'Haïti. Eh bien, les écrivains vont faire usage de leur plume afin de lutter contre cette puissance-là. C'est ainsi qu'on a vu la réalisation de Baron Tonnerre, et à savoir l'acte de l'indépendance. L'acte de l'indépendance, c'est à la fois l'acte de naissance de la jeune nation, c'est aussi la première œuvre littéraire de cette jeune nation. C'était un texte où Baron Tonnerre essaie de cracher les mots et face aux anciens colons, face au pays, à l'ancien pays colonisateur, parce que c'était un